tu es sur le point de regarder une vidéo d'éducation populaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner à EducPop. N'hésite pas non plus à la commenter et à la liker. Oublie pas non plus que l'on a un Tipeee si tu veux nous faire un petit don. Bon visionnage. Comme vous le voyez, l'ennemi a des oreilles. Il n'est pas contagieux, mais il est héréditaire. Il est sot. Il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. Et c'est lui qui le dit qu'il y est. L'ennemi, il est bête, il est même diabolique, il est stupide, il est monstrueux, il n'a absolument aucune morale. Bref, ce sont des barbares, ce sont des sauvages, et tous autant qu'ils sont. Population et gouvernants réunis, c'est tous les mêmes. Ils sont dangereux, donc ils méritent qu'on leur fasse la guerre. En tout cas, ça, c'est ce que va dire la propagande pour engager sa population dans un conflit, dans une guerre ou dans une colonisation par exemple. C'est ce discours qui permet à certains de différencier entre les gentils et les méchants, et on pourrait même aller jusqu'à Raphaël Enthoven et considérer que certains civils valent plus que d'autres. Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Là encore, ça n'est pas commensurable. Et là, à la fin, c'est des enfants qui meurent. Bien sûr. Aujourd'hui, amis réfractaires, on va se demander comment est-ce qu'on peut devenir aussi extrémiste et négliger certaines vies humaines pour justifier les guerres impérialistes. Dans la dernière vidéo de cette série sur la propagande, Émeric avait écrit sur la glorification du camp des gentils par cette propagande, et aujourd'hui, on va aller de l'autre côté avec comment est-ce que la propagande traite l'ennemi, le méchant. Évidemment, on va commencer en 2002 avec Bush fils qui dessinait en face de lui l'axe du mal pour justifier sa guerre d'Irak. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Alors, évidemment, c'est caricatural, mais c'est exactement ce que fait la propagande, dire que l'autre est le camp du mal. En premier lieu, ce ne sont pas les soldats ou les citoyens qui sont le mal, mais leur chef ou leur idéologie. Et il faut incarner ce mal par un ennemi bien identifié, le chef des méchants, presque le diable lui-même. Aujourd'hui, les propagandistes de guerre états-uniens, ils font exactement la même chose avec l'Iran, la Russie et la Chine, qu'ils appellent l'axe du mal. On pense évidemment à Poutine, mais pourquoi pas aussi à Biden, un génocide Joe, ou encore à Oussama Ben Laden ou Saddam Hussein. Et ce qu'il faut bien remarquer, c'est que ces monstres-là le sont par intérim selon la propagande, ça dépend de la situation. Prenons l'exemple de Kadhafi. Dans les années 90, Kadhafi c'est le dirigeant libyen terroriste atroce, un des pires salopards de la planète, qui a fait des victimes, notamment françaises, lors d'un attentat en 1989. Bref, le type c'est un monstre quoi. Au milieu des années 2000, il devient un interlocuteur légitime. Il est même invité à installer sa tente dans la cour de l'Elysée. Le gars c'est plus du tout un monstre, il lutte contre le terrorisme dans son pays et du coup il a besoin d'aide et l'État français va lui apporter cette aide-là. C'est un méchant, après ça redevient un gentil, après ça redevient un méchant à partir de 2011 lorsque l'État français soutient les insurgés contre lui, le dictateur, le tyran qui opprime son propre peuple. Et grâce à l'appui de l'armée française notamment, il est capturé et lynché. Allez, autre exemple, Saddam Hussein dans les années 80, les États-Unis l'aident par exemple à mener des attaques chimiques contre l'État iranien. Parce que pour eux, à ce moment-là, vaut mieux Hussein que les mollahs. Puis dans les années 2000, on l'a vu, ça devient l'axe du mal et Saddam Hussein finit exécuté en 2006. Kadhafi et Saddam sont deux exemples frappants de propagande. En fait, un État a des intérêts à défendre. Il défend les intérêts de sa bourgeoisie, il défend des intérêts géopolitiques, et selon les situations, il va faire d'un même dirigeant un salaud ou un allié, selon ce qui l'arrange en réalité. La propagande, c'est un discours qui s'adapte à la réalité des intérêts des États. Déjà, pour que notre camp se sente en supériorité, il y a plein de techniques dont on a parlé dans l'épisode précédent. Mais il faut aussi que l'ennemi, lui, soit présenté comme inférieur. L'ennemi, il est à la fois manipulable et manipulé. À la fois manipulé par un tyran, mais aussi par une idéologie. Pendant la guerre froide, c'était facile, c'était le communisme. Et pareil aussi pour la guerre du Vietnam. Les interventions qui ont été mises en place, notamment par l'État français et russe en Afrique et au Moyen-Orient dans les années 2010, elles avaient pour but de détruire l'islamisme selon la propagande. Par exemple, voilà comment le ministère des Armées justifie la présence de l'armée française en Afghanistan. La difficulté, c'était de briser la glace avec cette population de paysans montagnards suspicieux.
Voilà. Nous n'étions pas les nouveaux envahisseurs, les talibans étaient les nouveaux envahisseurs. Nous n'étions que de passage, nous étions une opportunité plus qu'une contrainte. Et là, évidemment, on camoufle les intérêts impérialistes, notamment celle de la sécurisation des voies commerciales et des ressources. Et cette propagande, elle va essayer aussi de vouloir justifier le fait de la guerre, oui, mais pour sauver les gens qui ne sont pas, eux, contaminés par cette idéologie. L'idée, c'est qu'on aide le faible, gentil, non contaminé pour défaire le fort, méchant, fanatique. En gros, c'est on aide David contre Goliath. Il y a aussi la dérision et les stéréotypes qui sont très utilisés par la propagande de guerre et la propagande coloniale, notamment les surnoms, les blagues, pour éloigner encore le fait que l'ennemi est un égal, un humain lui aussi. Et certains colons français en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, eh ben c'est ce qu'ils font avec les Kanaks. Allez, bouge-toi le cul un peu. Pas payer rien branler là, hein. Pas les Kanaks qui vont faire chier les blancs. Hein? Allez, bouge-toi le cul, ça enculé. Pendant la guerre contre l'État nazi, les francophones appelaient les Allemands les Boches avec beaucoup de mépris, les représentant comme laids, lâches et puérils. C'est de la dévalorisation qui peut même aller jusqu'à la déshumanisation et la déconsidération de la vie humaine. Et c'est ce qui se passe par exemple sur I24 News, la télévision d'État israélienne qui se propage en France, où on peut entendre ceci à propos des Palestiniens. Moi, je me fichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza, mais honnêtement, j'en ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza, qui, il faut pas l'oublier, les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Évidemment, dire ça et le répéter en boucle encore et encore, comme le fait la propagande, eh ben ça simplifie les choses pour mener des peuples à la guerre. Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient, donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, ben tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif et quand on avancera en tant que juif, on recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça, je peux vous le dire. Parce que oui, pour que les gens s'engagent, eh ben, il faut qu'ils sentent que le combat soit juste, mais aussi facile, qu'il est gagné d'avance face à des ennemis désavantagés par leur bêtise, par leur immoralité et par leur nature inférieure. C'est ce qui fait croire aux mobilisés de la guerre de 14 qu'ils étaient partis pour quelques mois seulement combattre les Allemands là-bas au front. Sauf que la guerre, elle durera 4 ans. D'un autre côté, et c'est là qu'il y a besoin d'un double discours, si l'ennemi est trop faible, pourquoi l'attaquer? Comment est-ce qu'on pourrait être considéré comme valeureux face à des nuls en sous-nombre? Pour lancer vraiment l'attaque, il va falloir un élément déclencheur pour faire croire à des fautes morales inexcusables. Ça veut dire inventer des bobards plus ou moins faux, tu vois, ou les questions de mutilation d'enfants en bas âge, parce que ça permet tout de suite de mobiliser l'émotion des masses, d'éteindre la pensée et de justifier la guerre. C'est cette technique qui a été utilisée lors de la fameuse mise à mort de bébés par le Hamas le 7 octobre dans des fours décapités. Des dizaines de morts, décapités parfois, dans la localité de Kfar Hatsa, dont de nombreux bébés. On reverra dans quelques minutes l'émotion du journaliste d'I24, Maël Benolio, qui était sur place. Ce qui était totalement faux. Et c'est comme aussi les bonbons des Allemands lors des 2 guerres mondiales, qui étaient soi-disant empoisonnés pour tuer les jeunes enfants. L'idée, c'est d'avoir toujours une menace horrible à brandir pour justifier l'entrée en guerre. Et les bébés, ça marche bien, ça avait aussi bien marché pour une guerre d'Irak, avec l'affaire des couveuses. Sauf que l'administration états-unienne, ils avaient pas toujours des fausses histoires de bébés sous les bras, tu vois. Et du coup, pour l'une des autres entrées en guerre face à l'Irak, eh ben ils ont justifié ça avec de l'anthrax ou même des armes nucléaires. Pourtant, les deux camps commettent des crimes atroces et c'est toujours les populations qui en subissent les conséquences. Mais l'idée de la propagande, c'est de faire oublier ça pour que l'autre soit toujours le seul responsable de l'horreur et de la barbarie. Donc, il y aurait une légitimité à faire encore plus d'atrocités. Et parfois, cette idéologie, elle s'est infiltrée dans une partie du peuple selon la propagande. C'est ce qui est prétendu pour que la voix critique de la guerre, les voix pacifistes, soient matées. Et ça, on en parlera dans le prochain épisode de cette série sur la propagande, avec les anti-France, tu sais, les terroristes et tous ces mots utilisés par la propagande pour que les personnes qui luttent contre la guerre et les massacres ne puissent pas les en empêcher. Et oui, dans le prochain épisode, on va parler des réfractaires.
Et nous au Canard, on est réfractaires et on est surtout à flot grâce aux donateurs sur Tipeee qui nous donnent régulièrement des sous tous les mois. Alors si tu aimes nos vidéos et que tu veux soutenir un média de révolte qui n'est pas basé à Paris, pense à t'abonner et à nous donner quelques euros. Tout est évidemment en description avec les sources. Cette vidéo, elle a été écrite par Emeric et montée par Pixel. Sur ce, des bisous et à la prochaine.